On n'était pas là pour parler de ça, on est là pour parler ça m'intéresse quand même. On parlait marathon juste avant avec Marie. Salut Marie, ça va? Ouais, et toi? Ouais, très bien. T'as une voix de radio, tiens, c'est marrant. Ah bah écoute, très bien, je note. Ouais, t'as déjà fait des podcasts? J'ai déjà fait des podcasts. C'est vrai. Bon, bah celui-là va être mieux, j'espère. Évidemment. Non, beaucoup de respect pour mes amis podcasteurs. Je suis très content d'enregistrer enfin cet épisode sur les dividendes Kings, pas que d'ailleurs, puisqu'il semblerait qu'il y ait des aristocrates aussi chez les dividendes. On va expliquer tout ça. Pourquoi je suis très content? Parce qu'en fait, ça montre aussi la complexité de tout ce secteur, de tous ces investissements où en fait, tu as tu regardes souvent que la perf pure, donc combien vaut une action, elle est montée, elle est descendue, etc. Je l'ai redécouvert, j'y reviendrai tout à l'heure avec Meta, notamment la semaine dernière, qui a fait des annonces, qui est monté très fort, donc il y a beaucoup de gens qui vendent, mais en fait tu dis, mais c'est peut-être pas si intelligent que ça à voir. Et puis tu regardes, je sais pas, justement les frais, tu regardes la perf, tu regardes des tas de choses pures, mais il y a plein de petits endroits qui font que tu gagnes de l'argent autrement que sur la perte pure. Moi, je le découvre notamment, et c'est assez drôle, via des ETF. Je suis sur mon compte eToro, j'ai des ETF de pas mal de trucs, du MSCI World ou des choses comme ça. Et de temps en temps, je reçois un petit vous avez reçu 70 € de dividendes de telle action. Je dis, bon, mais j'ai pas telle action. Et en fait, je reçois des petites notifs, notamment par Finary, qui me dit que j'ai reçu des dividendes. Et je suis pas au courant que j'ai même ces actions en l'occurrence. Donc c'est assez drôle de voir que tu as des petits gains comme ça qui se cumulent à droite à gauche. On va parler de ça. Toi, tu as fondé Ibou. C'est Ibou. oo.expert. On y reviendra tout à l'heure et tu m'expliqueras un peu pourquoi et comment vous accompagnez on dit les petits porteurs, c'est un peu ça en fait, Exactement, les particuliers. On a quelques clients pros aussi, mais majoritairement des particuliers avec des portefeuilles petits ou gros, et qui ont tous vocation à devenir gros, bien sûr. Dans leur strate d'invest, actions, principalement donc sur le côté. Donc tu connais bien ce sujet parce que vous êtes vraiment très expert data. Et donc tu vas m'expliquer un peu, si tu veux bien déjà, de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est une dividende? Un dividende. Un dividende. Oui, un dividende, j'ai dit une. Oui. Un dividende, en fait, tout simplement, c'est une part du bénéfice d'une société. Chaque année, une société, elle va gagner, mettons, 100 en bénéfice net et elle va choisir de distribuer 0, 10, 20, 50, 80, ça dépend vraiment des secteurs, des sociétés, etc. Elle va choisir de les distribuer donc à ses actionnaires. Donc c'est ça un dividende. En fait, c'est un peu, quand on achète une action, c'est un peu le loyer qu'on va percevoir chaque année, si tout se passe bien, sur son action. Sachant qu'il y a des sociétés qui structurellement ne distribuent pas, et il y en a d'autres qui distribuent. Et souvent, ce sont les sociétés en croissance. Les sociétés tech sont connues pour pas distribuer de dividendes, en forte croissance, parce qu'elles réinvestissent tout, en fait, c'est ça. Hein. Alors exactement, la tech c'est encore un peu particulier, mais effectivement, les sociétés en croissance, elles sont supposées pour conquérir des parts de marché, pour croître avec leur marché, donc c'est accompagner la croissance de leur marché et également augmenter leur part en achetant le copain, en gros. Hein. Ouais. Elles ont intérêt à garder leurs bénéfices pour elles, pour pouvoir avoir accumulé du cash et être prêt à ça. Alors qu'une société sur un secteur plus mature, qui aura une croissance plus faible, elle va pouvoir commencer à distribuer, etc. Et si cette société a une position concurrentielle favorable sur ce marché, elle sera en mesure de non seulement assurer un dividende, mais l'augmenter chaque année, etc. Parce qu'elle aura une position forte. La tech, c'est un peu particulier parce que, pour le coup, ils ont des milliards de cash. Et en fait, ils ne les réinvestissent pas dans leur croissance. Enfin, ils en réinvestissent une partie, bien sûr, mais ils ne peuvent pas tout réinvestir tellement ils en ont. Donc, j'ai pas trop d'explications à ça, mais ça peut être un peu culturel. C'est souvent des boîtes californiennes très imprégnées de mentalité hippie. Donc, on peut se dire, on est à la conquête du monde et ils gardent leur cash. Et de temps en temps, ils font une acquisition de ouf. Genre Google avec YouTube, je crois que c'était 1,6 milliard de dollars à l'époque. Tout le monde était des malades, mais ils avaient le cash nécessaire parce que forcément, ils gardent tout. Ouais, Facebook avec Instagram. Instagram, c'était 1 milliard. Et en fait, voilà, ils accumulent ça et comme ça, le jour J, ils sont prêts à faire un énorme investissement. Une acquisition ou continuer à investir, bien sûr, dans l'intelligence artificielle, le métaverse pour Meta, etc. Ouais, ça, et Meta qui investit dans le métaverse, qui s'est bien planté, qui a perdu 20-30 milliards, je crois, là-dedans. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'ils ont perdu, je sais, mais voilà, ils en ont tellement, ça fait partie des coûts, il faut être capable de lire l'avenir, et c'est pas toujours simple. Sachant qu'il y a quand même des actionnaires
notamment des gros actionnaires américains, j'ai dit, mais voilà, qui, eux, réclament des dividendes, quoi, qui sont là à tirer et à dire, les gars, c'est bien joli la perf, mais moi, je veux aussi récupérer un peu de pognon tous les ans, c'est ça? Après, si tu veux des dividendes, tu achètes la boîte en fonction aussi. Hein. Je Oui, pense bien que... sûr. Et ce que je veux dire, c'est que je crois que dans certaines boîtes, et notamment dans les techs, j'ai le souvenir, tu me dis si j'ai tort, mais notamment il y a Apple, alors qui distribuait pas de dividendes pour une raison très technique et fiscale. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire où en fait ils avaient beaucoup d'argent mais offshore. Donc du coup à un moment ils avaient même emprunté de l'argent aux États-Unis pour distribuer des dividendes parce que le rapatrier aux États-Unis leur coûtait trop cher. Alors, je crois qu'ils ont en impôts, quoi. Donc je crois qu'ils ont dû faire un deal, un rescrit avec l'administration fiscale pour le rapatrier et éviter ce genre de situation un peu ubuesque. Mais bon. Non, mais effectivement, ils commencent à distribuer, mais c'est quand même epsilon en pourcentage de leurs bénéfices. Pareil pour Facebook, là, ils ont annoncé leur premier dividende. Et tech côté Chine, Tencent aussi commence à distribuer. La Facebook, ils vont distribuer 50 centimes au titre du 4e trimestre qui vient de s'écouler. Là, c'était un peu la bombe lors de leurs dernières annonces, parce qu'ils commencent à distribuer. Mais disons que c'est une toute petite part de leurs bénéfices. 50 centimes pour une action qui vaut 300, qui valait 300 et quelques euros, qui est montée à 400. Alors ça fait exploser l'action. Alors 50 centimes du coup sur un an, si tu annualises, ça fait 2 dollars. Mais ça reste un rendement assez maigre, quoi. Ouais. Alors généralement, un dividende, quand on calcule la perf d'une action, en fait, on va juste, enfin souvent, en tout cas, on va être un peu bête et méchant, j'imagine qu'il y a des analystes un peu plus poussés, mais on va juste regarder, elle est passée de 10 euros à 13 euros, elle a pris 30% cette année, c'est ça? Alors oui, enfin nous chez Hibou, on calcule la performance dividende réinvesti. C'est-à-dire non seulement tu comptes ton dividende, mais on considère que si tu le réinvestis au cours du jour où tu le perçois, et on regarde la performance de cette manière-là sur la longue route, parce qu'en fait, c'est ça, c'est la vraie manière de regarder. Et c'est vrai qu'il y a 2 manières de gagner de l'argent en bourse. C'est soit tu achètes une action et tu attends que le cours augmente, soit tu perçois les dividendes, en fait. Et souvent, on pense seulement à la première manière, pas à la deuxième. Dans les faits, les stratégies boursières, c'est l'un, l'autre, ou le plus souvent un combiné des deux, en fait. Mais c'est vrai que la performance, c'est vraiment la combinaison des deux. Et si tu joues, je pense que vous en parlez souvent, parce que c'est vrai dans tous les domaines, si tu joues la composition des intérêts, c'est un énorme jackpot sur la longue route, quoi. Et les dividendes, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a plein de boîtes, enfin je sais pas, est-ce que quand l'économie va bien, elle distribue plus, tu pourrais dire que ce serait logique de dividendes, quand l'économie va mal, elles en distribuent moins, est-ce qu'il y a des stratégies de faire monter les cours, comment c'est chaque boîte qui est vraiment maître là-dedans, est-ce qu'il y a des grandes stratégies, des grandes périodes, des conjonctures, des modes? Alors, c'est vraiment lié, enfin, le rendement, forcément, le rendement, c'est le dividende sur le cours. Donc, si le cours baisse, mécaniquement, le rendement en pourcent va augmenter. Après, justement, le vrai intérêt, moi, je trouve, d'une stratégie dividende, c'est qu'un cours de bourse, c'est assez volatile, hein, par définition. Tu peux acheter une action Coca-Cola, demain, le cours peut être divisé par 2. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. En revanche, les ventes de Coca-Cola, ça va pas bouger comme ça. Donc, Coca-Cola va continuer à vendre du Coca des litres et des litres, générer du cash en vendant ce Coca. Et en fait, le dividende qui est lié au bénéfice, il va être beaucoup plus stable du coup qu'un cours de bourse. Et l'avantage, c'est que du coup, ton cours de bourse, il peut facilement faire moins 30, moins 40, moins 50%. Ton dividende, en revanche, il va être indexé sur le bénéfice, donc beaucoup plus stable, beaucoup plus récurrent. Ça peut arriver qu'il y ait des accidents, bien sûr. Mais globalement, quand tu mises sur le dividende, tu réduis beaucoup ton risque si tu as bien choisi ta boîte. Sachant que tu peux avoir, dis-moi si je me trompe, mais des boîtes dans lesquelles je vais donner des proportions un peu volontairement qui sont abstraites, mais des boîtes qui valent par exemple 100 euros ou 100 dollars, peu importe, qui vont distribuer 8 dollars de dividendes par an, qui vont faire par exemple 20-25% d'EBITDA ou 20% d'EBITDA, donc leur bénéfice est à 20%, ils vont en garder 12 pour eux et en distribuer 8, et si la boîte, la cotation passe à 50, ce que tu dis, ils continueront à en distribuer 8. Donc exactement. Toi, en fait, t'auras fait 8% sur 100 et tu peux passer à 16%. Enfin, c'est des métriques qui sont possibles, ce que je dis là, ou c'est complètement possible. Et après, je pense que moi, je dirais qu'il faut réfléchir de manière presque inversée, mais c'est encore plus intéressant. Enfin, en gros, si la boîte distribue 8 une année, tu l'as acheté, mettons, à 100, donc tu l'as acheté à 8%, ce qui est un rendement carrément cool. Hein. 8%, c'est quand même vachement bien. Je pense à la BNP. Aujourd'hui, tu as un rendement de 8,5% sur la BNP. La BNP, c'est pas un truc... c'est une des premières banques d'Europe, ultra stable, etc. Le dividende, il a fait x2 ou 3 en 10 ans, x3. Donc voilà, tu l'as acheté il y a 10 ans, tu avais ton dividende sur un cours donné, donc tu as investi 100,
tu avais un dividende, je sais plus quel était le rendement, mettons, c'était 4 il y a 10 ans. Le dividende, il a fait x3 10 ans plus tard, ton investissement, tu l'as gardé, donc ton 4 est devenu un 12. T'es passé à 12% de rendement. C'est ouf. Le cours, il a bougé, mais à la limite, tu t'en fous parce que Il a tu baissé vis sur ou il le est monté ? dividende. En l'occurrence, il est resté à peu près stable parce que les banques, on en parlera après, mais elles ont connu une période compliquée. De mémoire, la SG, c'est pas mal c'est fait déboîter quand même en 15 ans, non depuis la crise de 2008, elles se sont toutes fait déboîter. Là, je te parle depuis 10 ans parce qu'en gros, 10 ans, on sort de la crise de la crise de l'Europe. Et donc, enfin, pour les bancaires, en ce moment, il y a vraiment un truc à jouer parce que il y a eu donc la crise de 2008 qui a été suivie d'une vague réglementaire justifiée, mais qui les a carrément ralentis le temps qu'elles mettent tout ça en place, parce qu'elles ont dû vraiment réorienter, augmenter leur solvabilité, sortir des trucs qui étaient trop risqués, etc. Donc maintenant, elles sont quand même très solides. Je parle de la BNP, la SOG, c'est encore une autre histoire. Okay. C'est très solide aussi, mais c'est pour le coup moins récurrent, disons. Et en plus, il y a eu cette période de taux bas qui a un peu plombé leurs revenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cours sont bas. Les dividendes, en revanche, ils continuent d'augmenter depuis 10 ans. Il y a eu un arrêt avec la crise de 2008, mais là, ça a bien repris. Et c'est des boîtes, BNP aujourd'hui, on est à 8,5 de rendement. Alors le rendement, il bouge tous les jours. Donc là, ce chiffre que je donne au moment où le podcast va être diffusé, il sera un tout petit peu différent parce que le cours aura bougé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un rendement qui est élevé. On achète aujourd'hui, on a 8,5. L'année prochaine, ce rendement passera automatiquement à 9 parce que le dividende est prévu pour augmenter dans les prochaines années, rester stable ou au moins augmenter. Et donc chaque année, le rendement, il va augmenter par rapport à mon investissement de départ. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des chiffres assez hallucinants. Une boîte comme Steph, c'est un exemple qui me parle beaucoup. C'est un transporteur, STEF, exactement. C'est ça, ouais. Okay. Un transporteur frigorifique qui est leader en France et qui s'étend en Europe. Donc, un leader européen maintenant. Et tu l'achetais il y a 20 ans. Tu avais un rendement peut-être qui était de 4%. Aujourd'hui, tu auras un rendement de 30% sur ton investissement il y a 20 ans. Tu l'achetais il y a 10 ans. Tu avais un rendement pareil de ce même ordre qui est équivalent au rendement d'aujourd'hui, aux alentours de 4%. Je te dis ça de tête. Et aujourd'hui, sur ton investissement d'il y a 10 ans, tu as un rendement qui est supérieur à 10%. C'est quand même canon pour... Enfin, tu vois, je te parle de l'investissement d'il y a 10 ans auquel tu n'as pas touché. Tu as perçu ton dividende chaque année. En parallèle, c'est une action qui a fait, tu vois, je la vois x2 en 20 ans, x2 en 10 ans, ouais. 2-3 ans, enfin, je veux dire, t'es quand même... Ah non, là, je suis sur 5 ans, ouais. Ouais, si, ouais, c'est ça. Depuis le fond 2021, elle était à 60, elle est à 118, à 120, tu te dis, voilà, vache. Je te parle même pas de la performance du capital, là, vraiment juste du rendement. Mais effectivement, Steph, il y a 20 ans, c'était 7 fois moins qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, je crois qu'ils ont fait x2,2 en 10 ans. Et c'est pas enfin, Steph, c'est un très bon élève, mais il y a pas mal d'autres boîtes comme ça. Et donc, si tu investis sur une boîte, tu te dis, elle est sur un secteur mature, elle a une bonne position concurrentielle sur ce secteur, donc elle va être en mesure de continuer à augmenter doucement ses parts de marché, d'augmenter ses bénéfices et de se distribuer de manière récurrente en augmentant chaque année son dividende. T'achètes ce genre de boîte, tu diversifies un peu, bien sûr, parce que ça sert à rien de mettre tous ces deux dans le même panier. Et t'attends 10 ans, 20 ans, ton rendement mécaniquement va augmenter. Sachant que il y a un... Enfin bon, il y a toujours des accidents possibles, mais je reprends ton exemple de Coca, de Steph, par exemple. Je veux dire, quoi qu'il arrive, tu peux avoir des pandémies, etc., mais tu as quand même des camions qui roulent, tu dois nourrir les gens, tu dois bouger des trucs. Enfin, je veux dire, ils vont pas s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Ça peut moins bien fonctionner, mais voilà, Coca, les gens, ils en boivent. Tu peux avoir un gros scandale dans le Coca. Je sais pas, ouais. Après tout ça arrive. Mais BNP, c'est plus difficile à lire. Même si les bancaires sont importantes, en fait, c'est pas que les agents, c'est les gens qui posent leur argent à la banque. Il y a tellement de trucs derrière, de produits financiers, de trading, de performance, d'amendes des États-Unis qui machin, de trucs fiscaux qui font que machin. BNP, Société Générale, à lire, t'es quand même dans un truc où moi, je sais... Enfin, si je comprends bien, leur argent, ils le font pas vraiment sur la banque de détail et sur le truc très stable qu'on comprend, nous, tous, de manière très... comme le Coca ou Steph, tu vois ce que je veux dire ? Oui, t'as raison. Et donc, tu dis un Steph, alors j'imagine que je suis pas le seul à penser comme ça, mais a priori, je me le pose, je m'assois dessus. En effet, ça peut être divisé par deux, mais a priori, leur perf ou leur... s'ils ont pas l'air trop mauvais, et qui continuent à grossir, c'est peut-être pas si mal. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça. C'est vraiment de la gestion... excusez-moi, cette bon père de famille, ce vieux truc qui est généralement un peu plus prisé chez les femmes, je m'en rends compte en ce moment, mais tu vois ce que je veux dire, c'est intéressant comme analyse. Oui, d'un œil extérieur, c'est sûr que le business de Steph, il est plus facilement compréhensible, comme ça tu te dis, bon, ça a l'air cool, etc. Après, nous, c'est tout notre boulot chez Hibou, on analyse une boîte, on regarde les comptes sur 20 ans, on regarde la stratégie, etc. Et sur BNP, on est assez serein. Les accidents, on n'en est jamais à l'abri, mais comme je te disais, quand tu mises sur le dividende,
tu réduis quand même ton risque parce que la BNP, quoi qu'il arrive, elle génère du bénéfice de manière assez récurrente, etc. Non, mais ce que je vois sur les bancaires, c'est que notamment, ce sont potentiellement, surtout quand elles performent trop bien, des fusibles politico-économiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, demain, t'as Trump qui revient aux États-Unis, il veut assommer quelqu'un, il prend une banque européenne qui fait plein de pognon, boum, BNP, tu vois, ou SG, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu plus facile que d'autres, non? T'as pas l'air complètement... Je pense que ça paraît... Oui, tu penses plus, mais tu vois, un Steph, enfin, je fais l'avocat du diable, mais t'as un scandale sanitaire de ouf, pareil, enfin, le risque zéro n'existe pas. Et souvent, en fait, quand on voit l'histoire des crises, il apparaît rarement là où on l'attendait. C'est vrai. Donc, moi, j'avais prédit la pandémie, hein, tu sais. Ok, alors excuse-moi. J'ai une boule de cristal, je suis un oracle. Non, après, je dis juste ça, on est assez chaud sur les financières en ce moment parce que les rendements sont élevés mécaniquement à cause de cette longue période un peu de déshérence qu'on vient de traverser. Et nous, on connaît nos dossiers, on se dit, elles sont quand même solidifiées. Oui, les amendes, ça arrive. Les pandémies où l'État interdit réglementairement de verser un dividende, ça arrive. Mais l'année d'après, elles se rétablissent, elles recommencent à distribuer, et oui, le dividende peut sauter un an, c'est vrai, mais bon, si l'année d'après tu touches ton 20%, franchement, t'es content, quoi. Qu'est-ce que c'est un gros dividende, alors je veux dire, par rapport à un prix d'achat, enfin justement, t'as des métriques, des choses qui peuvent... Parce que moi, en effet, je regarde jamais trop ça, donc quand ça tombe, je dis, ah, c'est cool, mais... Alors, à l'achat, 6-8%, c'est bien. Au-delà, enfin c'est bien, c'est rare en fait. En ce moment, on a pas mal de belles boîtes solides qui proposent du 6-8%. C'est assez rare. C'est parce qu'on a une période de taux bas justement où tout le monde se ruait un peu vers la bourse en se disant voilà, les obligations ça rapporte rien, donc allons en bourse. Et du coup, les gens se sont concentrés sur les grosses boîtes avec une croissance très prédictible, la tech, le luxe, etc. Ils ont délaissé un peu les grosses sociétés matures qui se retrouvent du coup dévaluées en ce moment, mais pas pour les bonnes raisons en fait. Elles restent avec des bases solides et du coup mécaniquement leur rendement s'est élevé. C'est une période qui est assez rare quand même. C'était encore plus vrai il y a 1 an ou 2, mais là on y est encore. Donc on a des belles grosses boîtes solides et fiables. Des dividendes aristocrates, si tu veux, c'est pas la division stricto sensu, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà. Ah, tu vas m'expliquer après. Mais qui distribuent des rendements à 5, 6, 8%. Après, au-delà, faut quand même regarder s'il n'y a pas un loup, parce que si le cours s'est effondré et que tu as un rendement de 18%, c'est pas une bonne raison. C'est peut-être qu'il y a un gros doute sur le dit rendement, justement, et de manière générale sur la société. Ok. Oui, parce que les investisseurs sont pas cons en moyenne, en tout cas une boîte qui distribue de très beaux dividendes et qui a un bel avenir, tout le monde se rue dessus quand même, j'imagine. Et donc si jamais tu as trop gros dividendes par rapport à son prix d'action, il faut regarder quoi. Si Orpea se met à distribuer des gros dividendes, tu te dis le cours d'Orpea s'est effondré, donc à un instant T le rendement d'Orpea a dû être monstrueux, mais en fait ils ont supprimé leurs dividendes dans la foulée, j'imagine. Je sais plus exactement ce que c'est. Je sais pas s'ils gagnent de l'argent en vrai à la fin, donc j'ai arrêté de toucher à cette action. C'était mon péché mignon à un moment. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Ok, très clair. Alors oui, dividende king, dividende aristocrate. Explique-moi un peu les termes techniques ou les termes du marché, de quoi on parle. Alors, dividende aristocrate, c'est un truc qui a été mis au point par Standard & Poor's, l'agence. Okay. Et en fait, c'est une définition qui est assez stricte. C'est des boîtes cotées au S&P, donc forcément américaines, donc, et avec une certaine taille, un certain critère de taille. Donc les 500 plus grosses. Le S&P 500. Elle doit faire, oui, exactement. Okay. Elle doit faire partie des 500 plus grosses capis aux US. Et qui distribue un dividende sans interruption et en hausse, enfin supérieur ou égal, depuis 25 ans et plus. Donc c'est quand même une sacrée récurrence. Et Dividend Kings, pour le coup, c'est pas lié à S&P, mais c'est un peu un équivalent. C'est des boîtes, pour le coup, sans critères de taille. Donc tu peux être un Dividend Kings sans être un dividende aristocrate, mais qui distribue un dividende supérieur ou égal chaque année à l'année précédente depuis plus de 50 ans. Donc c'est quand même une énorme stabilité. Et supérieur, c'est en valeur absolue, pas relative par rapport au chiffre d'affaires. En valeur absolue. Okay, donc t'as commencé à 500, tu fais 550, 600, 700, exactement. 1000 $, et puis depuis 50 ans, là, t'es à 50 millions, t'as grossi tous les ans. Oui, alors là, oui. On parle du dividende par action, donc oui, okay. C'est plutôt $1, 10, etc. Mais oui. Énorme. Et donc, c'est effectivement, tu te dis, je mise sur ces chevaux-là. Alors l'histoire, le passé fait pas l'avenir, bien sûr, mais tu dis j'ai quand même pas mal de chances que ça reste comme ça. Et il existe des paniers, des ETF, Dividend Kings ou des choses comme ça ? Tu peux... Alors ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Okay. Sûrement. Alors, il
il faut quand même se méfier un peu, c'est qu'en 2008, tu vois, il y avait 60 dividendes aristocrates avant la crise de 2008. Ok. Et il y en a 16 qui ont quitté la liste suite à la crise. Donc c'est quand même un bon quart. Enfin, plus du quart même. Donc voilà, faut quand même se méfier, c'est que ces listes, elles ont quand même le biais du vainqueur, du survivant. Donc ça ne fait pas tout. Bon, les Dividend Kings, la liste est un peu plus stable. Je crois que t'en as 4-5. Il y en a 50 aujourd'hui à la grosse. Hein, et t'en as 4-5 qui ont dû quitter la liste sur 20 ans. Donc pour le coup, c'est effectivement peut-être plus stable. Mais oui, il y a, pour les indices, je ne sais pas, je vois que tu es en train de regarder. Je suis en train de regarder, je regarde. Je crois que je vois iShares sur eToro, justement. Je vais regarder si je les trouve, mais j'ai l'impression ça existe. J'ai l'impression que ça existe. Alors justement, moi je vais un peu nuancer, c'est que le corollaire de ça, c'est que ils offrent des rendements assez faibles, 2-3%. C'est bien, hein. Si tu as beaucoup de capital à investir aujourd'hui et que tu veux une sécurité maximale, c'est top. 2-3% sur des valeurs qui sont américaines, tu as quand même l'imposition à la source de 30% sur les dividendes, donc ton 3%, il devient 2%, et ainsi de suite. Donc pour le coup, moi je trouve aujourd'hui que tu as quand même intérêt à aller chercher des valeurs qui ont peut-être un historique moins long, mais en tout cas que nous chez Hibou on connaît, mais que si tu fais ton boulot en amont, tu étudies, tu te dis les fondamentaux sont solides, société mature qui distribue sur un secteur, elle a une bonne position concurrentielle, elle pourra augmenter son dividende, elle a un rendement élevé aujourd'hui, comme le dividende va augmenter, sur mon investissement de départ, le rendement ne va faire que augmenter. Et moi je pense, nous chez Hibou on pense à titre perso, on a une partie de nos conseils qui concerne vraiment le rendement, et on conseille plutôt des sociétés avec un historique moindre, mais en revanche dont on connaît les fondamentaux et dont on pense que le rendement intéressant aujourd'hui est amené à croître. Le dividende est amené à croître et donc le rendement sur l'investissement de départ va aussi mécaniquement croître. Donc plus sur du stock picking, donc action par action. Nous c'est notre métier effectivement, donc j'ai un biais là-dessus. Mais oui, moi je conseille plutôt cette approche si on veut vivre sur le dividende, qui est un peu le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Parce que du 2-3% avec 30% d'impôt à la source, c'est pas nul, hein, mais c'est pas très attrayant non plus. Et juste pour bien comprendre ce que tu dis, donc quand tu fais des dividendes, par exemple, tu as des actions américaines, on te verse 8%, t'en as, mettons 8 euros, mais t'en as 2,4%, un tiers, qui t'est prélevé à la source par l'État américain, c'est ça? Alors en fait, je me suis pas très bien exprimé, mais en gros, mettons, t'as ton dividende de $10, t'as 15% qui est prélevé à la source par l'État américain, et après t'as 30% qui est prélevé par l'État français, donc tu sommes les deux, mais tu peux récupérer jusqu'à 15%. Donc en net, en gros, tu perds 30% de ton dividende en différentes étapes. Donc, sachant que, là, tu me parlais d'eToro, mais en gros, si t'es chez une banque ou un courtier français, je crois que la récupération se fait automatiquement par ta déclaration d'impôt. Si c'est un courtier qui est pas basé en France, eToro, je ne sais pas si c'est le cas, tu dois remplir à la mano un petit formulaire que tu dois envoyer et tout, donc c'est un peu galère. Donc ça peut aller jusqu'à 45% si t'arrives pas à faire la paperasse, tu vois. Donc là, c'est un peu confiscatoire quand même. Mais, et ça fonctionne dans les PEA, il y a des différences si le dividende, tout ça, ou c'est pareil? Alors le PEA, non, le PEA c'est un plafond à 150 000 euros, ce qui est quand même pas mal, et si t'arrives à bien passer de 150 000 euros et avoir des bons rendements dessus, tu vois, au bout de 10-20 ans, t'arrives à 20% de rendement sur 50 000, c'est quand même carrément cool. Le PEA, en gros, c'est donc des sociétés basées en zone UE, Union Européenne. En revanche, les sociétés françaises, tu touches ton dividende brut, et après, à la sortie du PEA, tu vas être imposé à hauteur de 17,2%, mais seulement sur la part de plus-value dans ton PEA. Donc en gros c'est pas 17,2%, mettons que t'es mis 150 000 balles, ton PEA est aujourd'hui valorisé 200 000 balles, donc t'as 50 000 euros de plus-value sur 200 000, donc en gros un quart, et tu veux sortir 20 000 euros de dividendes une année, mettons, et tu vas être imposé à hauteur de 17,2% sur fois 25% fois 20 000 euros, donc en gros un peu moins de 1000 balles sur les 20 000 euros, mais du coup, c'est propre à chacun. C'est propre à la plus-value à un instant T et à la part que tu ressors. Mais en gros, là, dans l'exemple que j'ai donné, t'es imposé à hauteur de un peu moins de 1000 euros sur les 20 000 euros de dividendes que tu vas sortir. Donc, c'est carrément cool. En revanche, sur les valeurs hors France, t'as des impôts à la source aussi. Et pour le coup, sur le PEA, tu peux pas les récupérer. Ça peut quand même être intéressant si t'as un rendement hyper attractif. Mais je crois que l'Allemagne, c'est 25% d'impôts à la source. Donc, ton dividende, tu vas le recevoir net de l'impôt à la source sur ton PEA. Et au moment de la sortie de telle ou telle somme d'argent de ton PEA, tu auras 17,2% sur la part de plus-value qui seront prélevées. Donc c'est quand même un élément à prendre en compte. Claire. Écoute,
Ça me semble vraiment intéressant. C'est vrai que tu dis quand même, si tu vois, je reviens sur BNP, tu me parlais de 8%. Je pensais à 100 000, 1 million, mais même 10 000 euros. Hein, mais tu as 1 million d'euros d'actions de BNP. Bon, il faut avoir un peu d'argent pour avoir ça, mais tu prends 80 000 euros par an, c'est bien. Quoi. Bon, faut pas oublier tes taxes, c'est ce que tu dis. Hein, là, tu dois payer. BNP sur un PEA, tu blindes, tu mets. Honnêtement, moi, je ne recommande pas il faut diversifier. Bien sûr. Il faut diversifier. 10-15 valeurs, c'est bien. Au-delà, tu t'épuises et tu diminues pas tellement ton risque. Mais les études montrent, à partir de 12-15 valeurs, tu as une diversification qui est suffisante. Mais t'achètes 12-15 BNP si tu les trouves. Et oui, t'as un rendement qui a eu 8% cette année. Mais demain, ce sera 10. Dans 10 ans, ce sera 15, etc. Et là, t'es très bien, quoi. Ok. Donc, ça fait partie des stratégies de justement de voir une buffette et tout ça dans ses portefeuilles. Lui, c'est ce qu'il cherche aussi pas mal, non? Dans les vieilles sociétés, genre Amex, tout ça qu'il a dans son portefeuille, c'est pour les dividendes qu'il a ça, non? Ou c'est... Alors, je saurais pas te dire en détail. Je sais que Warren Buffett, il a une approche qui est value, qui est aussi celle qu'on a chez Hibou. C'est-à-dire, en gros, t'achètes un beau leader, parce que je te disais, une société qui a une position concurrentielle favorable, c'est hyper important, parce que du coup, tu sais que... c'est quoi, mais plus t'es fort, plus tu peux devenir fort, parce que tu vas gagner un peu plus d'argent que tes concurrents, tu vas avoir plus de cash pour réinvestir, racheter les copains, etc. Et donc te renforcer encore. Donc t'as des accidents toujours, t'as un bouleversement technologique ou autre, mais 90% du temps, le bon élève va rester un bon élève, en fait. Et donc miser sur un leader, c'est quand même vachement diminuer ton risque. Et donc lui, il achète des leaders et des cotés, c'est-à-dire qu'à un instant T, pour une raison X ou Y, le cours va plonger. Okay. Et en bourse, ça arrive franchement assez souvent. Tu peux acheter une valeur à 50% de son prix parce qu'il y a eu une frayeur sur tel ou tel truc. La bourse est hyper court-termiste. Ouais. Et si t'es long terme, toi, tu gardes la tête froide. Tu dis, je connais les fondamentaux. Je sais que sur la longue route, le marché va augmenter parce que telle ou telle raison. La boîte est bien positionnée pour profiter de la croissance. Elle est en solde, j'achète. Et donc, lui, il va miser là-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle l'investissement value. Donc, c'est combiner la décote. T'achètes ton action à 50 alors qu'elle vaut 100, donc tu sais que tu vas un jour ou l'autre avoir un rattrapage jusqu'à 100 et peut-être même au-delà. Et en plus, combiner effectivement le dividende, la performance que va te donner le dividende. C'est assez facile en théorie. C'est-à-dire que, comme tu le dis, j'achète en solde. Moi, le seul moment où je l'ai vraiment bien fait, c'était mars 2020, où quand tout a décroché, c'est là où je suis revenu dans le marché. T'as bien joué. Oui, j'ai bien joué. Et là-dessus, en plus, j'ai pas. Mais je trouve que là, depuis, en fait, ça ne fait que monter. Et j'attends un peu de ce moment. Alors, il y a eu des soldes sur certaines actions depuis. Il y a eu des moments où, en effet, notamment les valeurs techno sont baissées il y a 1 an ou 18 mois. C'est pas vraiment des soldes, mais effectivement, elles ont baissé. Quand même, justement, un Meta, il est redescendu en dessous de 200. Oui, Meta, t'as raison. Et voilà, mais c'est vrai que. Du coup, je cherche un peu les soldes, mais je les vois pas encore à l'avenir. Mais chez Hibou. Chez Hibou, je vais aller chez Hibou. Non, en plus, moi, je regarde que plein de grosses valeurs. Donc, en effet, ça m'intéresse de voir ça. Parce que justement, comment on les trouve comment vous les trouvez? Comment après, je peux les trouver avec Hibou? Mais voilà, comment je les trouve ces valeurs intéressantes, ces soldes, et notamment chez des Dividend Kings ou aristocrates? Comment je trouve un Steph, là, dont tu me parles tout à l'heure? Moi, en fait, je savais même pas que c'était coté, tu vois, une boîte comme ça. Ouais, c'est toute la question. Honnêtement, un site comme Hibou, c'est quand même cool parce qu'on fait le travail, on mâche le travail parce que c'est quand même un gros boulot d'analyser une boîte, etc. Maintenant, si tu veux, en un coup d'œil, tu cherches du rendement, c'est tout con. Tu vas sur Boursorama ou Zone Bourse et tu tapes palmarès dividende 2024. Et là, t'as ta liste classée par rendement sur l'indice que tu veux. Okay. Donc là, tu vas avoir une liste de sociétés. Et après, tu prends au cas par cas, tu dis ça, il y a un rendement à 18%, c'est peut-être un peu craignos, tu regardes. Et sur Zone Bourse aussi, moi j'aime bien ce site, tu as un consensus sur 3-4 ans, et tu vois, sur le dividende notamment. Tu vas sur la fiche de la société, tu cliques sur plus de données fondamentales, un truc comme ça, et tu vas avoir les prévisions des analystes. Alors, c'est pas une vérité absolue, mais quand tu vois que les analystes attendent à ce que, par exemple, le résultat fasse moins 50% l'année prochaine, tu peux te dire, bon, il y a peut-être un petit risque. Et donc, tu peux prendre ta liste comme ça et regarder un peu ce qui a l'air le plus solide. Si tu vois que la dette est contenue, le bénéfice est attendu en hausse, le dividende aussi, etc., tu peux aller creuser ton dossier, regarder un peu. Alors, tu as toujours les bases de données. Moi, je conseille quand même d'aller voir les rapports annuels, au moins le dernier, et jeter un œil rapidement au précédent. C'est ce qu'on fait chez Hibou. Alors, bien sûr, le particulier n'a pas forcément le temps de le faire, mais bon, en tout cas, il y a les outils. C'est ça, gratuits. Vous regardez tout ça? Nous, on regarde tout ça, okay. Mais c'est un boulot. Donc, et c'est d'ailleurs toute la valeur ajoutée de notre service, c'est que on a des clients pros.
On a beaucoup de clients particuliers, quelques clients pro, mais l'idée, c'est vraiment de fournir un service professionnel, de qualité professionnelle. On fait un boulot, une grosse due diligence sur la société sur 20 ans, sur sa stratégie, etc. C'est du boulot pour un particulier. Et sur des françaises, européennes Alors, on est vachement axé sur les marchés français et européens. On a aussi des valeurs asiatiques, américaines, etc., qui nous attirent l'œil. Pour les valeurs asiatiques, en ce moment, justement, les marchés asiatiques se sont bien cassés la gueule, donc tu as des rendements qui sont assez délirants. Il faut prendre le risque, parce que voilà, en ce moment, il y a quand même la Chine fait un peu peur. On se dit, si demain ils attaquent Taïwan, la bourse de Hong Kong, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est un risque à prendre. Après, effectivement, tu as des choses très intéressantes qui se passent de ce côté-là. C'est un peu spéculatif, mais c'est hyper intéressant. Intéressant. J'ai fait un épisode sur l'Amérique du Sud récemment. J'en prévois un sur l'Asie qui va être très très cool. Ah j'ai hâte d'écouter. Ouais. Normalement avec Thomas Friedberger. Je sais pas si t'as déjà écouté Thomas ici de chez Tikeo, qui est en ce moment même en Asie. Et alors quand tu les analyses comme ça, qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas si je te parle de 2023. Est-ce que t'as des idées en tête comme ça, les top 5 Dividend Kings, les aristocrates? Est-ce que t'as des actions? Tu m'en as cité quelques-unes là depuis tout à l'heure. J'ai en tête Coca, Steph, BNP. T'as d'autres choses avec Alors Steph, pour moi, c'est un dividend king enfin pas du passé, mais en gros, je le sais comme exemple des meilleurs perfs qu'on n'imagine pas sur les 10-20 dernières années. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une période assez cool, comme je te le disais, hein, parce que voilà, on a pas mal de très belles sociétés qui offrent des rendements qui sont assez élevés. Steph, tu l'achetais il y a 10 ou 20 ans, tu avais 4% de rendement, et ça a augmenté dans le temps, et c'est génial. Mais aujourd'hui, tu peux acheter des sociétés directes qui ont 8%, 6%. Et alors je te prépare un petit top perso. Vas-y. Alors je te parlais de la BNP pas mal, parce que voilà, on est à 8,5% de rendement aujourd'hui. Le dividende est attendu en hausse continue dans les prochaines années. Donc tu vois, si tu investis aujourd'hui, dans 3 ans sur ton investissement, tu auras déjà un rendement attendu de 10%. Et nous, chez Hibou, on fait des prévisions à un peu plus longue route. 10% par an 10% par an. Et sur les dividendes uniquement. Sur les dividendes, je ne parle même pas de la performance de la valeur. À la limite, qu'elle soit divisée par 2 ou multipliée par 2, on s'en fout un peu si tu veux vivre sur les dividendes, tu vois. Mais c'est quand même cool si le cours augmente aussi. Ouais, et nous, on attend 14-15% de rendement sur le cours d'aujourd'hui dans 10 ans, tu vois. Donc c'est quand même assez sympa. Une autre banque, désolé, Crédit Agricole, pareil, on est à 8,5% de rendement attendu aujourd'hui. On attend 10% à 10-11 ans, donc quand même sympa. Amundi, donc c'est un leader de la gestion d'actifs en Europe. Amundi, je connais très bien, ils m'ont sponsorisé, j'ai fait des émissions sur TF1 avec eux. Des gens bien. On les aime bien. Et Amundi, ils étaient un petit peu titillés sur certaines... alors peut-être sur leur SCPI ou sur certaines choses, c'est ça, non? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils performent bien quand même dans l'ensemble. Ils performent bien, ils commencent à s'étendre en Asie et tout, donc c'est vraiment... Et puis bon, leur marché, c'est l'épargne de tout un chacun, et c'est un truc, c'est en augmentation dans le monde. Alors ils sont en Europe principalement, mais ils sont sur les bons crédits. Ils sont liés avec Crédit Agricole, non? Oui, complètement. Okay, ouais. Très bien. Et c'est coté indépendamment aussi? C'est coté indépendamment, ouais. Ok. Ils sont juste à côté à Montparnasse. Et donc là, on est à 6,8% de rendement aujourd'hui, on attend 8% à 3 ans. Énorme. 12% à 10 ans, donc c'est des trucs... et bon, c'est pas des startups qui sortent de nulle part, tu vois. Non. Alors, en revanche, juste pour notre définition de dividend king, dont on parlait tout à l'heure, Amundi, c'est coté depuis 5-6 ans. Donc, t'as pas un historique aussi fort que 25 ou 50 ans. Un ExxonMobil ou un Chevron, qui sont des dividendes aristocrates US. Mais en revanche, depuis leur création, ils distribuent chaque année un dividende en hausse constante. Depuis leur cotation, excuse-moi. Et en plus, quand tu regardes les fondamentaux, tu vois que leur bénéfice est attendu en hausse. Donc voilà. On a AXA aussi, 5,6% de rendement. Donc là, j'ai fait beaucoup de financières, j'ai changé un peu. On attend, à 10 ans, on attend un rendement à 9-10% sur le cours actuel. Donc, quand même cool. Veralia, qui est peut-être un peu moins connu, c'est le numéro 3 mondial et le leader en Europe pour la production de bouteilles de verre. Et nous, c'est une boîte qu'on aime beaucoup. C'est pas une grosse boîte, c'est pas hyper connu parce que c'est du B2B. Hein. Ouais. Aujourd'hui, sur Veralia, tu as 4,2% de rendement, ce qui est bien, pas top. Mais on attend, à 3 ans, on attend du 7%, du 9% à 5 ans. Et à 10 ans, si la croissance de bénéfices est ce qu'on attend, on pourrait être à 17%. Donc ça, c'est un truc, c'est un peu de l'ordre de Steph, si tu veux. Et juste pour comprendre, quand tu dis on attend, là, vous faites, vous, une projection du cours
En vous disant, il va monter un peu. On fait une projection des bénéfices. Et des bénéfices. En gros, on regarde les bénéfices, la croissance du marché, la position de Verallia qui est bonne. Surtout que dans la production de verre, t'as quand même des barrières à l'entrée et c'est un secteur qui est assez local. Donc si tu t'étends en crabe, c'est pas des trucs que tu vas faire voyager sur des milliers de kilomètres. Et donc la position concurrentielle de Verallia est bonne, leader européen. Sur un marché qui est pas en énorme croissance, mais en même temps qui est très résilient, parce que t'as toujours besoin de bouteilles. C'est une action qui est très stable, qui passe, qui a été introduite à 30 ish, 28, 29, qui est entre 32 en 2022, 34 maintenant. Enfin, t'es vraiment sur des... Hyper résilient. Voilà. Hyper résilient. C'est pas du Apple, hein. Mais en revanche, tu sais que les bénéfices sur un marché assez résilient comme ça, sur une boîte bien gérée, bien positionnée, ça va augmenter tranquillement, le dividende aussi, et donc mécaniquement ton rendement dans la durée. dire que le verre a un peu la cote plus que le plastique. Exactement, c'est aussi porté par des moteurs de fonds. Ouais. Ça veut pas dire que ça va faire 15% par an en termes de taille du marché, mais effectivement, c'est un truc qui est solide, quoi. Et alors après, le verre, je pense que ça pollue entre guillemets, ça à produire, ça prend. Mais j'allais te poser ces questions parce que dans toutes les actions, alors c'est peut-être aussi parce que celles qu'on analyse depuis les aristocrates et les King sont des boîtes qu'on analyse depuis 25 ou 50 ans, donc elles sont cotées et grosses depuis longtemps. Mais depuis tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent, qui sont plus impact, tu vois, on a du Coca, on a du Steph qui fait du transport routier, on a etc. Il y a quand même des sociétés à impact ou des choses comme ça qui est-ce que tu peux cumuler tout ça ou c'est plutôt des sociétés de l'ancien monde, j'ai envie de dire honnêtement, là, en rendement élevé, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas cherché non plus spécialement. J'ai pas cherché sur cet angle-là. J'ai vraiment une approche rendement. Ça doit pouvoir se trouver après. C'est peut-être pas la philosophie de l'impact, hein. C'est aussi ce que tu disais. C'est refiler beaucoup d'argent à ses actionnaires, c'est peut-être pas dans les... Je sais pas. Ouais, alors honnêtement, c'est pas notre domaine du tout, l'impact. C'est hyper important à titre perso, mais nous, on a des clients qui cherchent à maximiser leurs revenus. Alors, ça veut pas dire acheter des armes ou de la drogue. En revanche, une boîte comme Verallia, qui fait vivre des milliers de personnes, qui produit des contenants en verre, donc c'est un contenant quand même dans la durabilité. Alors oui, c'est polluant à produire, mais en même temps, on n'a pas forcément trouvé beaucoup mieux aujourd'hui comme alternative. Et ça se recycle, c'est compliqué encore, mais ça se recycle, ça se consigne, etc. Moi, je considère que c'est quand même un impact. Bien sûr. Les armes, je sais pas, la drogue, ça doit avoir un bon rendement quand même, parce que c'est très résilient. Quand t'as un bon marché bien installé, sûrement, t'es sûr de ta consommation. Écoute, on n'a pas encore ajouté de boîte. Non, on n'a pas encore. Pour le coup, c'est un marché où t'as pas beaucoup d'historique sur les cotations. Très bien. Ok, t'en avais d'autres à venir sous les yeux ou je sais pas, en Europe, aux US je te dis, c'est quand même plutôt des financières en ce moment qu'on a. Okay. Parce que voilà, je te dis, le secteur qui surperforme en ce moment, c'est quand même beaucoup les bancaires. Okay. Mais à Hong Kong, t'as Hang Seng Bank, qui est une grosse banque hongkongaise. On attend du 12,5% à 10 ans, okay. 7,5% aujourd'hui. T'as United Overseas qui est à Singapour. Alors Singapour-Hong Kong, l'avantage, c'est que t'as pas d'impôt à la source. Et donc, des CMA, CGM, tout ça, c'est coté, ça non, tu sais pas. CMA, CGM, je saurais pas te dire. Transporteur, je vais vérifier. Parce que tu peux te dire, bon, après, c'est pareil, ça doit être assez stable, c'est très rentable, mais c'est la famille Saadé, tu vois. Oui. Ouais, je connais pas du tout le dossier, donc honnêtement, je saurais pas te dire. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on la suit pas. Et si on la suit pas, c'est qu'elle nous a pas sauté aux yeux pour des raisons de rendement ou de décote. Oui, c'est coté, en l'occurrence. Ok. On peut regarder ensemble sur Hibou ce que ça donne. Tu me diras, bah voilà, on va faire ça une petite analyse en même temps sur Hibou. La cotation, elle est pareille, c'est marrant, c'est plutôt à la baisse pourtant. C'est une boîte qui a plein de cash, donc je me dis qu'il pourrait donner du rendement quand même. Mais ouais, sur 5 ans, ça en termes, tu vois, ça va être intéressant de voir la réponse. Là, sur 5 ans, je vois les plus hauts qui étaient à 32. Souvent, ça naviguait aux alentours de 25, 30, et puis c'est descendu 2023, et là, on est en ce moment à 15, donc 17, 19, 15. Donc c'est plutôt une tendance baissière quand même. J'attends, je meuble aussi en même temps, mais je vous décris le cours. Voilà, c'est intéressant. On va venir sur 2-3 autres choses après. J'aimerais juste comprendre les méthodes, justement, comment on fait, parce que sur moi, c'est vrai qu'on recommande, je sais pas si on recommande, mais on
propose une approche sur les actions qui est de rentrer en dollar cost averaging, donc plutôt mois après mois, semaine après semaine, année après, sans y aller direct all-in. J'imagine qu'un Warren Buffett, quand il rentre sur des actions dont on parlait tout à l'heure, ou tous ceux qui cherchent donc de faire du value, donc acheter des actions à bon prix, notamment avec une approche de rendement, ils y vont plutôt all-in d'un coup que petit à petit, en tout cas. Donc c'est intéressant de voir un peu ton avis là-dessus, ce que vous avez pu voir. Ouais, alors, CMS CGM, j'avoue que j'ai zéro info, mais alors je regarde sur Hibou, mais aussi sur nos autres bases de données. Okay. Alors attends, je regarde juste, ça doit être une... Tac. Et après, justement, une approche selon toi de répartition parfaite de dividendes dans un portefeuille, quoi. Comment est-ce que sur ce que tu m'as donné, tu mets un quart, est-ce que tu vas prendre des risques sur certains qui font 18, d'autres qui font 2 et te dire je vais répartir? Est-ce que tu te mets sur le ventre mou à tous ceux qui sont entre 6 et 9, tu vois Ouais, moi je ferais ça. Ouais. Je prends 10-15 valeurs entre 6 et 9% de rendement et j'attends. Okay. Alors, si j'ai le capital, et sinon... Je commence petit à petit. Pour le coup, je ne vis pas sur mon dividende, mais je le réinvestis dans des valeurs à haut rendement et ainsi de suite. Et j'essaie de me faire un portefeuille à 10-15 valeurs. Intéressant. Et toi, ce que vous voyez, vous faites vraiment de l'analyse. Vous n'êtes pas du tout dans du conseil ou des... Si, tu peux dire, en fait... attention, mets pas tout ton argent d'un coup, vas-y petit à petit dans les prochains mois. Tu vois le dollar cost averaging, oui, donc sur la dividende, il y a des stratégies différentes que sur l'achat d'actions à pure perf? Bah oui, t'achètes pas la même action, tout simplement. Oui, mais est-ce que tu peux y aller d'un coup beaucoup plus vite en disant, bon, moi, il me semble au bon prix le rendement, ou est-ce que tu vas acheter plutôt en 10 fois dans les 10 prochains mois en disant, parce que ça, c'est valable pour les cours. Ce que tu vas chercher, c'est bien acheter ou lisser ton achat. Si t'achètes par rapport à un rendement, tu vois le prix d'achat maintenant, tu dis le rendement devrait être bon, moi, je peux mettre mes 10 000 maintenant. On achète en 2-3 fois. Jamais en 10 fois, ça c'est sûr. Mais en gros, là, maintenant, tu as une décote, on va prendre un pied et on complète dans les mois à venir, mais on peut aussi acheter une grosse part d'un coup. Donc, on est plutôt all-in parce que... Mais après, on est vraiment des analystes fondamentaux, donc on n'est pas tant que ça sur le timing d'achat. On dit là, le prix est bon, on peut y aller. Ça veut pas dire que demain, ça va pas faire moins 20%. Ça peut arriver. Mais en revanche, exactement. Tu t'en fiches un peu. C'est d'où ma question. Autant acheter à moins 20%, c'est toujours mieux. Mais effectivement, nous, on a vraiment une approche plus pricing. Alors, on essaie d'ajouter un peu. Plus 20%, donc c'est toujours. Exactement. Ouais. Et on essaie d'ajouter un peu de timing, mais c'est pas notre point fort. On n'est pas des traders. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi, c'est une stratégie que j'aime bien, le DCA dans l'absolu. Mais comme on dit, the price is right, quoi. Si le prix est bon à cet instant T, tu peux te dire, à la fois, c'est pas prendre un risque de te dire, je sais combien il devrait distribuer de dividendes, enfin, tu sais jamais exactement, je sais quel est le prix maintenant, je suis content, j'achète maintenant, quoi. Ouais, exactement. Je sais ce que ça vaut, je sais que les fondamentaux sont bons, et donc je peux y aller, effectivement, j'optimise mon prix, le prix est bon, donc après... Il y a sur des plateformes, quand on achète et on vend, on a des prix, on a des plateformes, des commissions, toute une série de commissions qui sont prises par Bourseau, par plein d'intermédiaires en dessous, par eToro, par qui tu veux. Alors il peut y en avoir en plus notamment à plusieurs niveaux, il faut que vous regardiez bien ça, sur si vous achetez en dollars et que vous payez avec des euros, il va y avoir un coût de forex, de change, de devise. Si tu achètes telle action, alors on me dit d'ailleurs faut pas acheter en dehors des horaires de marché, ça te parle ça? Oui, parce que tu peux avoir des variations avant l'ouverture avec et donc tu sais pas ce que tu achètes, tu sais pas à quel prix tu achètes en fait. Et tu peux avoir une variation d'1% ou plus, tu peux avoir 5-10% de variation. Donc effectivement, autant acheter quand le marché est ouvert. Ouais, tu sais autant savoir ce que tu achètes en fait. Et donc ça c'est vrai pour tout. Achète une boîte dont tu connais les fondamentaux, dont tu comprends les fondamentaux aussi. Parce que si tu comprends pas, tu risques de flipper si ça perd 20%. Alors que si tu comprends, tu restes main forte, calme. Tu te dis ok, ça a baissé, mais je connais le truc, j'ai pas peur. Alors que quand tu connais pas, tu risques beaucoup plus facilement d'être effrayé et d'être dans l'irrationnel. Si j'achète sur mon compte ESG ou BNP ou Bourseau ou peu importe, il y a des commissions touchées par ces intermédiaires sur les dividendes aussi? Non, c'est juste sur les transactions.
Alors, je parle pour mon compte bourse, mais je pense que je vois pas comment concurrentiellement il pourrait. D'accord. Donc, mais non, t'es ponctionné à l'achat, à la vente, mais pas sur la rétribution de dividendes. Ça, c'est intéressant aussi parce que si tu prends 8%, en effet, ça peut valoir le coup de rester. Voilà. Donc on est sur un business plus pépère, quoi. Le dividende, c'est le truc que tu veux garder. Enfin, tu te projettes sur quelques années, en fait. Exactement. Et bon, ça a l'air de bien parce que c'est quand même moins sexy sur un dividende, mais quand tu regardes la performance boursière sur ces 100 dernières années, le dividende, c'est 50% de la performance. Alors qu'on a en tête les capis qui font x20. Avec des chiffres, par exemple, juste pour que je me projette, je crois que j'ai lu ça, on en avait parlé, mais il me semble que souvent, je crois que on en avait parlé, il me semble, j'ai noté ça, sur les années 80-90, les meilleurs perfs en moyenne, c'est 14-15% par an, c'est ça ? Ouais, c'est Peter Lynch, un des plus grands investisseurs mondiaux qui a fait ça. Mais 14-15% par an, dividende compris. Donc c'est une combinaison de la hausse du cours et du dividende. Mais au global, sur les indices boursiers, le dividende, c'est la moitié de la perf, en gros, dans la durée. Parce que, en fait, c'est le cycle de croissance d'une société. Elle démarre, elle distribue pas, mais après, avec le temps, plus elle s'installe, plus elle devient mature sur son secteur, plus elle va commencer à distribuer. Et je crois que c'est une boîte comme L'Oréal, elle distribuait 40-45% de son bénéfice il y a quelques années. Là, elle est passée à 50-55%. Et donc, en moyenne, ta perf, c'est dans la durée. Sauf, bien sûr, si t'as misé que sur de la tech, etc. Ça veut pas dire que ce sera pareil au XXIe siècle, parce que il y a quand même ces gros leaders de la tech qui sont arrivés, qui ont un peu bouleversé les choses avec une culture très différente. Mais bon, eux aussi commencent à distribuer, donc ils y viendront peut-être. Oui, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils peuvent peut-être attirer beaucoup d'investisseurs, ce qui fait que les autres baissent, du coup. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a des gros rendements sur les sociétés matures, c'est vrai. Okay. C'est aussi pour ça que je te dis que ce qui a été vrai sur les 80-100 dernières années le sera peut-être pas sur les 80-100 prochaines années, parce qu'aujourd'hui, je crois que 1% de la capitalisation de Facebook, c'est toute la capitalisation de Danone, un truc comme ça. Enfin, je dis peut-être une connerie, mais c'est de cet ordre, donc ça a quand même un énorme effet sur les marchés, et sur aussi l'historique des performances. Mais voilà, globalement, le dividende, c'est une composante auquel on pense pas forcément, mais qui est ultra importante dans la performance d'une action. Et vivre dessus, c'est quand même dormir assez tranquille. C'est ça qui est un truc de ouf, c'est qu'en fait, on pense pas dividende, on pense finalement toujours action. Enfin, court. Tu te dis, c'est vraiment la cigale et la fourmi, quoi. T'as ceux qui s'affolent, qui achètent, qui vendent, qui machin. Tu vois qu'en plus, le stock picking, souvent, à la fin, t'as rien gagné, ou j'exagère, mais tu surperformes pas. Donc c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde recommande de faire des ETF, au moins tu t'emmerdes pas trop. Ou non, mais oui, t'as raison. Quand tu connais rien, c'est plus fatigant. Exactement. Et le stock picking, en revanche, version dividende, c'est un truc finalement, encore une fois, t'achètes, tu regardes. Faut surtout pas regarder le cours, en revanche, je pense. Non, mais en fait, le cours détermine ton rendement. Oui, une fois que t'as acheté, faut plus regarder le cours. Ou alors tu le regardes si jamais ça a vraiment baissé pour te dire je vais racheter encore Ouais, éventuellement. Si tu connais bien l'action. Il faut regarder la société quand même pour vérifier que t'as pas un énorme profit warning et que ton dividende va être coupé, parce que dans ce cas tu peux faire des arbitrages. Mais effectivement, t'achètes ton truc et après, l'idéal c'est de pas avoir besoin de son capital et vivre sur le dividende, quoi. Donc effectivement, et d'ailleurs, mais cela dit, c'est pareil aussi quand t'achètes pour la performance de l'action. T'as pas trop intérêt à regarder le cours tous les 4 matins parce que c'est flippant, quoi. Sachant que, normalement, j'imagine, une société qui verse beaucoup de dividendes, est potentiellement moins risquée. Ça veut pas dire qu'elle a pas de risque. Je prends toutes les clés. Mais qu'une société qu'en verse pas du tout. Alors, il y a des bonnes raisons. Peut-être les techs, elles sont pas toutes. Mais je veux dire, une société qui verse beaucoup de dividendes, c'est qu'elle a du cash suffisamment, qu'elle est solide sur ses bases, qu'elle est bien sur son marché. Peut-être pas toutes, comme tu le dis, celles qui en versent trop, il y a peut-être des mauvaises raisons, mais il y a un moment, tu te dis, je sais pas, L'Oréal, Steph, on en parlait, à un moment, elles vont pas valoir 0, en fait, du jour au lendemain. Non, t'as raison. Après, tu vois, Alphabet, Google, on peut pas dire que c'est moins solide qu'un L'Oréal, honnêtement. C'est sûr, donc je sais pas si on peut dire ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elles sont à un moment différent de leur croissance. Elles sont matures, en tout cas. Elles sont matures. Donc, est-ce que être mature, c'est être moins risqué tu peux aussi être en fin de course à un moment. Donc, et du coup, distribuer jusqu'au jour où tu t'arrêtes. Dans les Dividend Kings, il y en a un qui s'appelle 3M, qui distribue donc depuis 60 ans, je pense, un dividende en hausse constante. C'est ceux qui font les scotch et tout Exactement. ça, là, ouais. Scotch, post-it. Ils sont en fin de course, eux ?
En tout cas, je regardais dans la liste, c'est un truc qui offre le plus fort rendement aujourd'hui dans les dividendes Kings et dividendes aristocrates, parce qu'ils sont les deux. Mais les analystes disent, bon, il y a quand même pas mal de chances que le dividende soit coupé cette année ou l'année prochaine, parce que ils ont tel problème de cash, de dette, etc. Donc voilà, le dividende n'est plus du tout assuré. Et ça arrive aussi. Ça veut dire que toutes les sociétés vont arriver ce sera peut-être les soldes sur 3M. Là, c'est un peu les soldes, parce que le rendement est assez élevé. Mais bon, en même temps, on n'a plus la sécurité garantie par un dividende aristocrate ou king habituellement. Ok. Donc, comment tu fais ça, toi ? Moi, si je vais sur Hibou, j'ai quoi ? Je comprends quoi ? Enfin, je vais avoir quoi ? Si je pourrais me dire, c'est quand même un truc d'expert. Justement, non. Tu vas m'aider, tu vas m'accompagner. On va t'accompagner. Alors, on envoie en gros 3 courriers par semaine avec des flash porteurs. Alors, on a 3 types d'abonnements. Okay. Pour 3 portefeuilles différents pour en gros des investisseurs avec des attentes différentes. Donc, un portefeuille orienté sur le PEA, un portefeuille orienté sur le compte titre et un portefeuille orienté sur le rendement. Donc le portefeuille compte titre il est plus international, PEA il est axé PEA avec la fiscalité qui va avec, donc des valeurs françaises européennes, et portefeuille rendement c'est donc des valeurs à gros rendement comme son nom l'indique. Tu me proposes un portefeuille type, c'est ça ? Ouais, que tu peux répliquer ou pas d'ailleurs. Tu peux faire chez un vous, mix, je peux l'acheter directement Non, nous okay. On donne juste du conseil. Donc, après, je le réplique sur ma plateforme. Exactement, voilà. Okay. Exactement. Sachant qu'on encourage vraiment à connaître ce que tu achètes. Alors, on te donne toutes les informations pour connaître ton investissement et faire ton choix comme ça. Okay. Mais si on te recommande, on le fait pas en ce moment d'ailleurs, mais si on te recommande un pétrolier et que t'aimes pas le pétrole parce que tu veux de l'impact, tu n'y vas pas. Enfin, clairement, l'idée c'est vraiment, c'est ce qu'on recommande. Et en gros, après, on a aussi une liste d'actions. Alors, en gros, on suit de manière graphique plus de 100 000 valeurs. Okay. Donc ça, c'est une base de données quand même assez conséquente. Et en fondamental, on en suit en gros 200. Et ça, tu vas trouver les analyses et tu peux les classer par rendement estimé, des cotes, etc. Donc, un outil pour faire ta présélection toi-même. Et après, en fonction de notre analyse, on donne toujours un conseil d'achat. C'est pas forcément dans notre top valeur à acheter à l'instant T. Mais en revanche, si tu repères une société que t'adores, que nous, on n'a pas mis en portefeuille pour X ou Y raison, et qui est décotée et à l'achat, tu peux aussi y aller et de faire ton choix. C'est vraiment compréhensible et pour tout le monde, quoi. C'est notre vocation. Faut être un minimum actif, mais il faut avoir un minimum d'intérêt, en tout cas, pour le truc. Mais oui, faut toujours. Nous, on recommande d'acheter ce qu'on connaît, et donc non, je veux dire, Hibou, donc là, je reçois une newsletter, je peux aller sur le site, mais il y a des gens chez vous qui connaissent rien dans vos faut quand même que Alors on propose des formations pour les gens qui veulent se former, donc tous les 3 mois en gros, et également un point important, c'est qu'on propose chaque mois un live à nos clients où ils nous posent des questions en direct, et en fait c'est quand même pas mal parce que du coup ça permet, si t'as pas compris tel ou tel truc, si t'as un doute sur telle ou telle valeur, tu peux être éclairci assez vite. Il y a vous avez combien de clients ? On a en gros entre 1000 et 1500 clients à l'heure actuelle. Ok. Et donc on a analyse Hibou et expertise Hibou, ce sont les 2 approches aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, c'était aussi du sur-mesure. Du sur-mesure, ah oui, c'est ça, 1 400 € par an, je vois ça. Alors, analyse, c'est 18 € par mois. Expertise, c'est 57 € par mois. Exactement. 170 € à l'année ou 180 €. Moins cher, tu as 2 mois offerts si jamais tu le fais à l'année. Exactement. Et la différence, c'est que tu as entre analyse et expertise, c'est ? Alors, analyse, tu as toutes nos analyses, nos conseils, notre analyse technique sur ces 100 000 valeurs, etc. Expertise, tu as plus d'accompagnement, tu as les portefeuilles à répliquer, tu as les lives où tu peux poser tes questions, etc. Ok. Et enfin, sur mesure, c'est vraiment, tu as les problématiques personnelles, tu dis comment composer mon portefeuille, etc. Sachant qu'on n'est pas conseiller en gestion de patrimoine. Okay. Donc voilà, on n'est pas habitué à donner des réflexions globales sur le patrimoine, mais on peut répondre aux questions avec un biais action, exactement. En gros, t'es comme si t'étais en salle de marché avec des analystes pros, sauf que j'ai ça pour moi. C'est exactement. Exactement. Et avec une vision plus long terme aussi, parce que j'ai été analyste en salle de marché. Et c'est plus court terme, mais c'est un métier qui est top, passionnant. Mais pour le coup, tu réfléchis à 3 mois, 6 mois. Nous, on réfléchit plus à 5 ans, 10 ans. On peut essayer sans carte bleue. Exactement, ouais. Donc, il suffit de s'inscrire sur hibou.expert. Pas besoin de rentrer sa carte, un test gratuit. Ok. Avec tout le contenu publié pendant la durée du test. Et si on vient de ma part et qu'après on va... J'ai négocié, c'était dur, hein. Mais j'ai négocié 30% sur la première échéance de l'abonnement. Enfin, sur en gros 1 an si tu prends 1 an ou 1 mois si tu prends 1 mois. Vous prendrez 1 an, j'imagine. Très bien. Recommande de prendre 1 an. J'ai l'habitude de négocier en plus, mais 30%, je suis satisfait. Je trouve franchement, ça pas mal. T'as déjà fait ça à quelqu'un d'autre ? T'as déjà fait 30% ? Non. Ok. Non. Voilà, la martingale. Même en Black Friday, je te jure. Eh ben voilà, on en parlait hier, j'étais bon, allez,
parce que c'était à 10%. Non, non, non. Ah, non. Non, mais tu sais, en plus, 10%, ça marche pas, les gens y vont pas. 20%, ça commence à fonctionner. 30%, ça fonctionne Parce bien. que 30%, c'était beau. 30%, Avec le code attendez. martingale, majuscule, tout attaché. Ok, majuscule tout attaché, vous l'avez. Trop bien. À l'issue du Écoutez, test gratuit. non, mais moi, ça m'a donné vraiment, tu vois, envie de regarder ça sous le prisme différent. C'est sûr que l'ETF, je trouve ça cool, paresseux, mais un peu triste, parce que j'aime bien me remettre... J'avais aimé me remettre dans la bourse en 2020. On pour s'y remettre. Voilà, et j'avais aimé parce que je me réintéressais à des entreprises. Le côté analyse, en fait. Et j'aime bien qu'on me dise, tiens, elle fait ça, on l'aime bien parce que, regarde ça, et après, tu y vas avec tes convictions. Mais tu vois, il y a un côté, enfin, moi, j'aime ça, quoi. J'aime les entreprises, j'aime les gens qui se bougent, j'aime me dire, ah, ça, j'y crois, ça, j'y crois pas, ça, j'achète, etc. Ça, j'ai envie, ça pollue, ça pollue pas. Bon, chacun voit ses trucs. Ouais. Et l'ETF, en fait, c'est vrai que c'est cool. Tu dis, bon, finalement, je prends les plus grosses boîtes dans tel ou tel secteur. C'est une bonne approche quand on n'a pas envie d'y passer du temps et de s'y intéresser. Et là, je trouve ça assez cool. Donc, ça me plaît. Hibou, HIBOO.expert. Toi, on peut te suivre sur LinkedIn, par exemple. LinkedIn et Hibou, on est sur Twitter, Instagram, Facebook. YouTube. C'est vrai. On publie pas mal de vidéos sur YouTube. C'est notre premier gros média, en fait. Ouais, des analyses de société ou des commentaires macro. Ok, bah vous chercherez hibou.expert, j'imagine que ce sera BMI, ou sinon YouTube. Et toi, c'est Marie de Rem. C'est RAISMES, c'est plein de pièges. Donc voilà, sur LinkedIn, Marie de Rem Baron. Et t'as une petite martingale à toi, Marie, un petit investissement péché mignon, soit une action, soit autre chose, je sais pas, un truc qui te plaît. Les actions, clairement, parce que... non, mais il y en a une qui t'a plu, un chouchou depuis toujours. Tu vois, moi, c'était Orpea, j'ai arrêté. Non, nous, on est très... Bon, c'est pas du tout une action à dividende, c'est ultra spéculatif, mais j'aime beaucoup CGG en ce moment. Laquelle? CGG. CGG. C'est la recherche en géophysique. Ok. Mais bon, c'est ultra spéculatif, donc c'est pas ce que je recommande, et encore moins pour le rendement. On n'a pas le droit de recommander, de toute façon, ici, donc ok, très bien. Et après, à titre perso, j'ai toujours évolué dans le monde de la start-up, et donc ma première boîte, j'avais investi dedans, et j'ai investi dans 2-3 à ce moment-là aussi, donc j'ai aussi, mais pour le coup, c'est honnêtement beaucoup moins fiable et reposant que d'investir sur le dividende. Mais c'est hyper intéressant aussi. C'est vrai, c'est hyper intéressant. Des petites boîtes qui se développent. Ouais, et puis ça sert à quelque chose aussi. Exactement. Très cool. Bon, bah merci. Je suis ravi d'avoir fait cet épisode. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les kings, les aristocrates, techniquement. Je savais pas que c'était... Je pensais que c'était plus un concept. Je savais pas que c'était un truc très normé, presque. Les aristocrates, c'est très normé, et les kings aussi. Et on a l'équivalent en Europe, mais de manière moins exigeante quand même, parce qu'on n'a pas la même bourse, on n'a pas le même historique. Non, c'est vrai. Et c'est marrant, hein, tu vois. Moi, je gère des boîtes aussi, et donc le choix des dividendes à nos niveaux de TPE, PME, c'est quelque chose d'assez important. Tu vois, tous les ans, tu te dis, est-ce que je garde le cash sur ma trésor? Est-ce que je veux le réinvestir? Est-ce que j'ai des projets d'acquisition? Etc., etc. Et nous, on a une tendance et c'est marrant, c'est une philosophie, mais presque jamais en distribuer, à nous en distribuer. En mode tech US. Ouais. Et à être vraiment barre de fer là-dessus, en mode croissance, et pourtant, tu vois, on a fait de la renta, etc. Il y a mode tech US, il y a le mode après, il faut alors il y en a qui ont réussi aussi à se le faire, mais se constituer son trésor de guerre, quand tu as investi beaucoup les premières années, en fait, tu dis j'aimerais bien avoir 3 mois, 4 mois, 6 mois de cash burn sur ma trésorerie, donc de dépenses possibles pour être certain, tu vois, ceinture, bretelle. Stratégie. Et jamais, si jamais il y a un petit bump sur la route, me retrouver à devoir quémander à des banques, à des investisseurs, etc. Donc ouais, c'est intéressant. Et je vois des boîtes autour de moi de gens qui distribuent des dividendes à fond, qui s'en distribuent à eux-mêmes, et ce sont des choix, c'est intéressant. Ouais, c'est des choix, c'est une stratégie, et bon, c'est un peu au cas par cas quand même, mais effectivement, quand t'es mature, bien installé, tu peux commencer à en distribuer de manière assez safe quand même. Ouais. Quand t'es en croissance, t'as quand même moins intérêt à le faire.
un peu de visibilité, quoi. Donc, faut voir comment on pilote. Ce sont plutôt des navires avec un peu d'inertie, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais, et puis t'as des exemples assez fameux, hein. C'est Beneteau. Les bateaux. Ouais, les bateaux, exactement. Je crois que c'est Xavier Fontanet, à un moment, qui est arrivé à la direction, qui s'est mis, on distribue rien, on mange le marché, et ils ont bouffé, je crois que c'était Jeannot, parce qu'il lui distribuait beaucoup, parce que eux, ils ont tout consacré à... Et bon, c'était des boîtes qui étaient établies toutes les deux, des petites boîtes, hein, mais établies toutes les deux, et en fait, celui qui a décidé de serrer la ceinture a fini par bouffer l'autre qui distribuait beaucoup. C'est exactement ça. C'est très bien de finir là-dessus pour comprendre, en fait, tes 18% tout à l'heure, tu me disais 18%, faites attention parce qu'on ne sait pas, et si tu distribues trop, regardez ce qui se passe en face. Et en fait, il est probable que le concurrent, il ait investi ce qu'il distribuait pas en innovation pour faire des nouvelles coques en fibre de je sais pas quoi, des trucs moins chers, des nouveaux moules, je sais pas, qui faisait qu'à la fin, en fait, il a pris tout le marché. Il a économisé du cash, exactement, ouais. Et après, il a fait son shopping. Après, 18% de rendement, c'est pas la même chose que le taux de distribution. Ouais. Taux de distribution, c'est genre je distribue 50% de mon bénéfice ou 20%. Okay. Et le rendement, c'est vraiment sur le cours de l'action qui peut aussi être décoté parce que elle va faire faillite demain ou... ok. Très clair. Voilà. Merci pour cette précision. Merci pour tout ça. Hibou.expert, code martingale, 30%, vous serez content. Allez-y de ma part, j'aurai peut-être un accès gratuit un jour, je vais négocier ça. On en parle après. et puis voilà. Merci, moi je suis ravi de faire des épisodes après épisode. Je te disais qu'au moment où on enregistre, moi je venais de sortir le 200, l'épisode 200, et je suis trop content. Non mais tu vois, je vais pas te le chanter, mais je pense très fort. Attention, me tente pas, hein, pour finir en beauté. Et puis, donc merci à vous tous. Partagez tout ça à vos parents, mamans, cousins. Moi, j'ai besoin de vous, chacun, pour faire connaître la martingale, faire connaître tout ça. C'est accessible, je crois. On essaye vraiment de vulgariser pas mal de choses. On l'a fait aujourd'hui. C'est mon objectif, en tout cas, de comprendre l'économie, de comprendre les finances perso et d'avoir ces stratégies à soi, de pouvoir lire le marché. Donc, allons-y. Merci beaucoup. Merci, Marie. À plus. Ciao. Merci, Mathieu.